Alors, je voudrais commencer par rappeler sur la thématique qu'on nous a confiée, atténuer, s'adapter, se réinventer, en écho à la COP28. Et je voudrais vraiment rappeler que notre thématique, c'est une thématique sur le foncier, levier de souveraineté alimentaire. Donc, et on sait qu'il n'y a pas de foncier si aujourd'hui les changements climatiques continuent, par exemple, de restreindre l'accès à la terre. Le professeur Ibrahim Hatch en a parlé lors de l'ouverture. Il nous a expliqué aujourd'hui la question de la dégradation des ressources naturelles, vraiment l'ampleur de la dégradation des ressources. Et si on ne prend pas ça en compte, ça peut poser un certain nombre de problèmes par rapport à sur quelle terre on peut compter. Or, on pense aux femmes et aux jeunes. Mais s'il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'accès ni de la femme, ni de... Si aujourd'hui il y a une exploitation familiale, en moyenne, en pluvial, on était autour de 5 hectares par famille. Ça, c'était presque en 98. Je suis sûr que si on regarde aujourd'hui de manière rigoureuse, parce qu'on parle de moyenne, on n'a pas dit qu'il y a des familles qui en ont peut-être 100, mais on dit en moyenne, une famille en milieu pluvial a à peu près 5 hectares. Vous savez, avec le processus de segmentation, si aujourd'hui on ajoute les changements climatiques, on ajoute toutes ces questions d'impact des changements climatiques, on risque d'avoir des problèmes d'accès. D'accès simplement. Alors, c'est pourquoi moi je voudrais vous rappeler simplement de quoi parle-t-on pour cette thématique. Quand on parle d'atténuation, on est en train de parler des mesures nécessaires pour s'attaquer à un problème. Et ce problème, on le connaît, c'est les changements climatiques. Comment diminuer, arrêter l'augmentation des émissions de combustibles fossiles. Après, il y a un certain nombre de propositions, donc ça c'est la question d'atténuation. L'adaptation étant l'indispensable, elle est indispensable cette adaptation, pour aider justement les populations et les gouvernements à surmonter et à réduire au minimum les ravages des changements climatiques sur notre écosystème. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai des experts, j'ai la chance d'avoir des experts. Lamine Samaké en est un, donc Lamine Samaké, on vous donne 10 minutes. Top chrono, c'est parti pour 10 minutes. Pas 11 ans, c'est 10. Vous avez la parole. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier encore les organisateurs pour nous avoir associés à ce panel extrêmement important. Comme cela a été rappelé, qui se tient dans le contexte également des COP28 actuellement à Dubaï. On peut aller vers la mise en œuvre des actions qui ont été ciblées. Donc, les discussions sont à ce niveau et je pense que les négociations vont continuer lors des prochaines sessions intermédiaires à Bonn et à la prochaine COP. Donc, actuellement, ça, c'est la situation pour la COP, surtout pour les questions d'agriculture. Les questions de changement climatique sont extrêmement importantes. Vous l'avez rappelé parce que ça impacte fondamentalement le substrat sur lequel nous travaillons, donc le foncier, mais également sur les autres facteurs comme l'eau, comme la foresterie et comme d'autres facteurs également qui sont extrêmement importants si nous voulons atteindre la souveraineté alimentaire. Dans le cadre de ces questions de changement climatique, la FAO avait développé un projet sur la question de l'eau, parce qu'ils se sont rendus compte que les directives volontaires se sont beaucoup plus concentrées sur la question du foncier et malheureusement n'ont pas pris en compte la gouvernance de l'eau. Alors que la gouvernance de l'eau est extrêmement importante, intervenue dans 3 pays. L'Afrique a eu la chance d'avoir 2 pays qui ont été impliqués, donc le Sénégal, le Rwanda, mais également le Sri Lanka en Asie. Donc, rapidement, revenir sur le contexte, les objectifs, les résultats attendus et les leçons apprises. Je vais essayer de les faire très, très rapidement. Le contexte, c'est comme ce que vous l'avez dit tout de suite. Les questions de changement climatique ont entraîné également des pénuries d'eau, mais également une augmentation de la population qui fait que les demandes en eau ne font qu'accroître à travers le temps. Et il y a une multitude d'acteurs qui interviennent sur les questions de l'eau. Donc, pour éviter les conflits qui existent, pour éviter un peu les pressions qu'on a, il est important également de mettre en place des stratégies de gouvernance pour faciliter un peu l'utilisation efficace de cette ressource que nous avons. Donc, c'est pour cette raison que ce projet a été développé et mis en place au niveau de la FAO et que le Sénégal a bénéficié de ce projet-là. Donc, j'ai déjà rappelé les pays dans lesquels le projet est intervenu. Donc, nous avons commencé en 2018 pratiquement. Malheureusement, il y a eu la COVID-19. On ne vous entend plus, Lamine. Peut-être que vous avez des problèmes de connexion. Pour pouvoir avancer. Vous m'entendez? Là, on vous entend maintenant.
Parfait. Donc, je disais que le projet a commencé en décembre 2018. Donc, après, il y a eu la Covid, donc on n'a pas pu beaucoup travailler sur le terrain, mais nous avons eu une extension d'une année, donc qui nous a permis de mettre en œuvre toutes les activités qui étaient prévues, en tout cas au niveau du Sénégal. Donc, les partenaires du projet sont là, le projet financé par le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture de l'Allemagne, mis en œuvre par la FAO, avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, et la souveraineté alimentaire maintenant qu'il faut ajouter, la DGPRE pour les questions de l'eau au niveau du ministère de l'Assainissement, la SAED au niveau de notre zone d'intervention et le CNCR pour prendre en compte également les producteurs qui sont notre cible particulière. Donc, l'objectif du projet, c'était véritablement de renforcer un peu les processus de gouvernance et de gestion de l'eau. Parce qu'on a parlé des questions de pénurie qui existent, on a parlé également de l'impact des changements climatiques. Mais il était aussi demandé de contribuer un peu à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Donc, au-delà de ce que nous pouvons faire sur la question de l'eau, il fallait que cette eau puisse être utilisée au niveau de l'agriculture de manière transversale, donc l'agriculture, l'élevage, la pêche, pour qu'on puisse également contribuer à la sécurité alimentaire. Il fallait également tester des outils qui ont été élaborés et ces outils tournent autour de la technologie de télédétection, donc avec beaucoup plus de précision, des outils de comptabilité et d'audit de l'eau et des outils d'évaluation de la tenue de l'eau. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas travailler sur l'eau sans connaître véritablement qu'est-ce qui existe en matière de juridiction ou qu'est-ce qui existe également en matière de gestion coutumière sur la question de l'eau. Donc, ces outils nous ont permis un peu de faire l'évaluation des ressources en eau. Donc, aussi bien pour les questions de comptabilité, de productivité de l'eau, de gouvernance et de tenue de l'eau, en prenant en compte toujours la finalité de la sécurité alimentaire, mais également la question de résilience climatique. Vous avez parlé de ça tout de suite, l'adaptation qui est fondamentale pour nous, donc on a vraiment mis l'accent sur ça, et tout en faisant également de sorte que on puisse avoir une inclusion sociale, donc en ne laissant personne de côté. Parce que les jeunes, les femmes et d'autres personnes vulnérables également doivent être prises en compte dans tout ce processus. Donc, en termes de résultats ou d'activités globalement, ce qu'on a pu faire, c'est une contribution au renforcement des capacités sur la gouvernance de l'eau et la gouvernance et la gestion de l'eau, mais également une contribution à la sécurité alimentaire et à la résilience et une contribution également à l'utilisation de ces outils et ces approches qui ont été développées. Et cela a été possible grâce à la mise en place de plateformes où, disons, on a renforcé également des plateformes qui existent parce que la plateforme nationale la gouvernance foncière a aussi des plateformes au niveau local. Donc, ces plateformes également, l'idée, c'était comment ces plateformes peuvent prendre en compte également la question de l'eau. Pas simplement la question du foncier, mais intégrer également la question de l'eau. Les acteurs ont été capacités également sur plusieurs outils, donc pour que l'expertise puisse rester au niveau du Sénégal et au niveau national, pour qu'après on puisse continuer à progresser malgré les financements du projet. Il y a également les sensibilisations à grande échelle pour mieux gérer l'eau, parce que nous savons comment notre agriculture prend de l'eau, plus de 70% de prélèvement d'eau est destiné à l'agriculture. Donc, il est important de voir comment on peut également rationner un peu cette utilisation-là. Donc, j'ai parlé des outils qui ont été développés. Ces évaluations ont été effectuées, les rapports sont disponibles, donc ceux qui sont intéressés pourront les télécharger et pour lire un peu plus. Je voulais mettre juste l'accent sur l'évaluation de la productivité de l'eau, qui me paraît extrêmement important. Parce que cette évaluation... Il te reste 3 minutes. Merci beaucoup, directeur. Cette évaluation permet de connaître la quantité d'eau qui est nécessaire pour produire, par exemple, 1 kilo de riz. Et je pense que ça, c'est extrêmement important si nous voulons rationner l'utilisation de l'eau. Parce que, généralement, les techniques d'irrigation que nous avons ne sont pas adaptées un peu à la situation de changement climatique. Nous pensons que les ressources en eau ne vont pas disparaître, mais malheureusement, il y a beaucoup d'impact là-dessus. Donc, il faut qu'on maîtrise tout cela. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été également effectué avec l'appui de la DGPRE pour mieux connaître un peu les prélèvements en matière de l'eau. Maintenant, ce qui est de l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience, il y a eu des outils qui ont été développés. Je pense que ces outils permettent véritablement de mieux connaître un peu comment utiliser l'eau, mais pour produire plus. Donc, on a parlé de ça hier. Les terres ne vont pas s'augmenter, mais il faut qu'on augmente un peu nos rendements, qu'on ait des stratégies qui permettent
une augmentation de rendement malgré l'utilisation de petites hectares qu'on utilise pour l'agriculture familiale. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc, en termes de leçons apprises, moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours une démarche participative et inclusive parce que chacun a quelque chose à donner, pas simplement les textes qui sont définis par l'État, mais aussi la gestion coutumière est extrêmement importante qu'il faut prendre en compte. Il faut un processus itératif, donc qu'on puisse faire des allers-retours sur ces questions-là pour mieux les cerner, mais aussi communiquer, sensibiliser les acteurs parce que tout le monde doit être au même niveau d'information. C'est vraiment extrêmement important et c'est ce que nous avons pu retenir après la mise en œuvre de ce projet. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je pense que j'ai pu rester dans les temps. Je vous remercie pour votre aimable attention. On est plus dans des processus, mais je crois que la prochaine question pourrait être qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Est-ce que ça permet aux acteurs d'agir? Est-ce que ça améliore, ça réduit aussi les difficultés qu'ont les populations à rationaliser l'eau? Donc sans plus tarder, je vais me tourner à gauche. Les chercheurs, je pense que vous avez des solutions aussi par rapport à tout ce qu'on est en train de se poser comme question. Donc, cher ami Tamsir, tu as la parole pour 10 minutes. C'est toujours un plaisir de retrouver la famille du foncier et on s'excuse de ne pas être là les 2 premiers jours. Parler du foncier en lien avec le changement climatique, l'adaptation, l'atténuation peut être aisé comme ça peut être difficile, dans la mesure où on considère la terre comme étant la base productive. On peut avoir toutes sortes d'intrants. Quand on n'a pas une terre qui remplit les conditions de performance, on ne pourra pas être productif, en tout cas tout au moins dans la durée. C'est pourquoi la recherche travaille sur des contraintes et des défis. Au Sénégal, comme dans la plupart des pays du Sahel, nous avons une liste de contraintes qui tournerait autour de la question de l'eau. Mon collègue Lamine en a beaucoup parlé. La question de l'eau, elle est extrêmement importante en termes de disponibilité, d'accessibilité, mais également de qualité. Parce que dans le bassin arachidier, si vous avez l'occasion d'y aller de plus en plus, les questions de salinisation font que l'utilisation de l'eau à des fins agricoles pose problème. C'est le cas dans beaucoup d'autres zones du pays. La salinisation qui s'accroît, j'en parlais tout à l'heure avec l'eau, mais même au niveau des terres, il y a ce facteur de salinisation et d'acidification qui continue à gagner du terrain. Et l'autre contrainte qui ressort dans nos différents diagnostics, c'est la pauvreté des terres en matière organique, surtout les terres du bassin arachidier, qui sont devenues extrêmement pauvres. Mais un facteur essentiel, extrêmement important, c'est également le déboisement. Parce que l'arbre est un facteur catalyseur de l'amélioration de la qualité des sols, en ce sens qu'il permet de fixer le sol, il permet d'améliorer la matière organique qui va donner de la qualité au sol. Et si je ne m'abuse, le dernier FRA, Forest Research Assessment de la FAO, parle de 40 000 hectares qui seraient perdus par an. C'est vrai, c'est pas vrai, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des chiffres extrêmement importants. Même si c'est de la dégradation, c'est extrêmement important. Et tous ces facteurs vont amener ce qu'on vit de plus en plus, c'est la désertification. Donc, en face à différents facteurs contraintes, quels seraient les défis de la recherche? En tout cas, nous, au niveau de la recherche, on a comme principal défi d'améliorer la base productive dans les différents écosystèmes du Sénégal. Et on essaye d'y travailler en faisant un lien fort avec ce qu'on a appelé la gestion durable des terres, qui ne suffit pas à elle seule. La gestion durable des terres devrait être connectée à ce qu'on a appelé durant l'opérationnalisation des directives volontaires, à la gouvernance foncière locale. C'est comment arriver à travailler sur la disponibilité foncière dans les différentes communes en termes de saturation,
où est-ce qu'on en est en termes de disponibilité foncière? S'il y a des espaces qui ont été abandonnés à cause de la dégradation des terres, quels sont les mécanismes, les processus à mettre en place pour récupérer ces terres-là et travailler avec les groupes vulnérables pour que ces terres récupérées reviennent à ces 10 groupes vulnérables? La recherche ne peut pas travailler partout, mais on a fait l'expérience au niveau de Faïl où 1 hectare de terre abandonnée par les femmes du village de Faïl ont été récupérées. Actuellement, quand vous retournez là-bas, c'est un bosquet, une petite forêt visible à des kilomètres dans ces tannes nues. Et au niveau de Ngig également, dans la commune de Ndiago, à 4 km de Guinguinéo, un autre hectare a été récupéré avec des technologies et des bonnes pratiques. Nous, en tant que recherche, c'est ce que nous pouvons faire, donner des indications claires avec certaines technologies, certaines bonnes pratiques, certaines formes d'organisation. On peut arriver à récupérer la terre avec des solutions innovantes. Et une des conclusions auxquelles nous avons abouti, c'est que les différentes collectivités territoriales ont intérêt à travailler à la maîtrise de leur foncier local. C'est extrêmement important, et à détenir un système d'information foncière qui facilite la gestion. Parce que si on s'en réfère à la définition de gestion de Petit Larousse illustré, c'est administrer avec talent et succès les biens d'autrui. Ça, on ne peut pas le faire si on ne maîtrise pas ce bien-là. Qu'est-ce que c'est, jusqu'où ça va, etc. C'est extrêmement important. Et nous pensons également que les communautés doivent être accompagnées en termes de valorisation. Il y a 2 principales formes de valorisation. La valorisation juridique, ma collègue tout à l'heure a dit que est-ce que la valorisation ou la sécurisation devait être seulement reliée à la disponibilité d'un papier. Il y a d'autres formes de valorisation. Il y a une valorisation économique. Et pour ceux qui connaissent les procédures, peut-être Babacar va y revenir, les procédures de la Banque mondiale quand on doit installer un projet, mais quand vous n'avez pas de papier, mais vous êtes aussi dédommagé, hein, parce qu'il y a la valorisation économique. Il faut qu'on travaille avec les communautés qui n'ont pas encore un niveau de valorisation juridique avec des papiers à ce que leur terre soit valorisée économiquement. Et on a fait une étude en 2018 qui a été présentée à Washington qui montrait que la sécurité foncière était fortement corrélée à l'investissement qu'on fait sur une terre. Donc c'est important. Et en termes de juridique également, ce qu'on a noté, c'est que les communautés méconnaissent, en tout cas à des proportions extrêmement élevées, les textes qui régissent le foncier. Les outils de gestion foncière, de même que les acteurs du foncier. C'est pourquoi, j'avais dit tout à l'heure que les communes ont intérêt à maîtriser leur foncier local, en lien avec la préservation et la sécurisation des terres au bénéfice de leurs citoyens. Et pour cela, il y a une question, nous on se pose toujours des questions. Quel compromis territorial qui intègre les intérêts des communautés locales devraient avoir les collectivités territoriales? C'est pourquoi, en guise de, pas de réponse, parce que la recherche n'a pas de réponse, mais on a juste des pistes, des sillons qu'on trace, c'est-à-dire quelles solutions inclusives, intégrées et durables. Et on a travaillé sur un modèle de gouvernance inclusive du foncier local avec des approches concertées qui démarrent par un audit foncier, le disponible foncier, et qui travaillent sur des solutions innovantes pour récupérer les terres dégradées au bénéfice des groupes vulnérables. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous remercie de votre attention. C'est vrai, quand il dit la recherche n'a pas de solution, la phrase qui suit, c'est n'a pas de solution toute faite. Mais effectivement, quand elle travaille, elle sort quelques résultats. C'est que c'est plus par rapport à GDT qu'il a donné un hectare en hectare, mais c'est plus que ça. Je veux dire que c'est des proportions très minimes par rapport à ce qu'il faut récupérer comme dégradation. Il en a parlé. Hein. Donc ça veut dire que les besoins sont énormes en matière de financement, en matière d'accompagnement, pour que la recherche fasse plus. Là où il faut un hectare, il faut qu'il en fasse 10 000. Et on en a besoin. Et je crois que ça aussi, ça pose des questions de moyens. Et on sait que l'ISRA était vraiment notre fleuron. Aujourd'hui, il faut aussi continuer à chercher des ressources pour que notre recherche soit debout.
Sans plus tarder, je vais laisser maintenant la parole au sociologue qui va nous dire un peu par rapport à tous ces défis, comment les acteurs arrivent à trouver des arrangements fonciers. Le professeur Sambou Ndiaye, tout à l'heure, celui qui a parlé, c'est le directeur de CNRF, je l'ai dit, de l'ISRA. Donc là, on va demander au professeur Sambou Ndiaye de l'université Gaston Berger, qui est aussi chercheur associé à l'IPAR, de revenir sur un certain nombre de questions par rapport à une étude qu'ils ont réalisée. Li ñu indi nag mooy yan yoon la nit ñi muy communauté yi muy propriétaires yi ak collectivités territoriales yi yan yoon la ñu indi pour def lu ñuy wax arrangement foncier. Arrangement foncier soo ko déggee mooy yow mi am sa xaalis bëgg investir man mi am sama suuf yan pexe yan yoon yan déggante la ñuy jaar. Professeur, excuse-moi. Juste, je crois que c'est très important que tu parles en Wolof, mais garde à l'esprit que tu fasses 8 minutes en Wolof et que tu fasses 3 minutes ou 4 en français pour la synthèse. Merci. Merci. Donc, slide s'il vous plaît. Nous entendons par arrangement foncier des formes de transfert non définitifs de droits fonciers. Moi, comment permettre à l'investisseur d'avoir accès au foncier sans compromettre le droit de propriété? Arrangement foncier yi nag bare na am na yoo xam ni diggante ñaari nit yu dëkk ci village bi la mooy ay rempétiemu ay prêt ay location yooyu yëpp arrangement la mais arrangement yi ñu indi tey nag c'est des arrangements entre les communautés et l'agrobusiness. Donc c'est des conventions mettant en relation directe des propriétaires et des exploitants et qui ne cherchent pas une formalisation. Nanu moytu toujours suñuy wax ci foncier bi nuy déparer ancrage juridique. Nous, on préfère partir des pratiques. En sachant qu'à Podor, un vieux propriétaire terrien nous disait que c'est la normativité qui pose problème. Mais nous, on se comprend entre nous. Donc l'arrangement, c'est des modes autonomes et pragmatiques. Comment faire pour trouver une solution, n'est-ce pas? Ces arrangements ne sont pas informels, mais ils sont autonomes. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas forcément une formalisation. Slide. Et donc, je voudrais vous présenter 3 cas d'arrangement foncier. Le cas de Guia et de Siure Tchambé avec le Fongat au niveau de Podor, le cas de Nit avec West African Farm et le cas de Mont-Roland que le maire a présenté, mais que je vais présenter sous une forme d'interrogation. Et enfin, je vais dégager quelques points d'attention et quelques conditions pour des arrangements fonciers justes et sécurisés. Soo ñëwee Podor, Fongat benn structure la boo xam ne dafa regrouper les Sénégalais de la diaspora. Ñu ne ñoom dañu bëgg suuf léegi nag ñooñ ba nu ñëwee Fuuta dëkk bu ñuy wax Guiya ak Siure Tchambé nu discuter ak ñoom mais looy noté soo ko comparé toujours ak waa Mont-Roland c'est une convention directe entre les propriétaires et le Fongat. Il n'y a ni implication de la commune ni implication de l'administration. C'est 500 hectares que le Fongat devrait aménager équipé en motopompe et qui a droit d'usage sur les 60%, population bi mooy les propriétaires fonciers am 40%. Mais su ko exploité 10 ans yi gratuitement ndax aménagement yi mu ci def yeneen 5 ans yi wala yeneen at yëpp ay location la muy une différence par rapport aux autres, une location 50 000 francs par an. Restitution des terres à la fin des 15 ans et les propriétaires terriens suñu bayee ceeb vente exclusive Fongat. Donc Fongat nag dafa dem signer ba pare def convention ak population mais depuis 4 ans le Fongat n'arrive pas à réaliser parce que le Fongat n'est pas arrivé à mobiliser des fonds. Mooy investisseurs nationaux yi comme ni ñu ko waxee démb dañuy dem négocier ba pare doog a wuti ji xaalis et jusqu'à présent le Fongat n'a pas réalisé mais malheureusement dans cette convention il n'y avait pas de délai. Et la population veut reprendre la terre. Soo xoolee tableau bu ci suuf ça te donne la répartition. Les propriétaires donnent la terre, le Fongat assure l'aménagement, le système d'irrigation, l'entretien de la motopompe est copartagé, les intrants, le Fongat cultive du riz exclusivement et prend 60%. Si on va à l'autre cas, c'est le cas de Nit avec West African Farm. Là, la relation, la convention est allée plus loin. Une convention tripartite entre WOF, l'entreprise, les GIE et la commune. C'était dans le cadre du PEDIDAS, n'est-ce pas?
Et je rappelle que c'était 543 hectares, le 50% WAF, 50% pour le GIE. Le PERIDAS faisait l'aménagement. Les massaires qui sont là et les gens du PERIDAS, ils peuvent apporter beaucoup plus d'informations. Le WAF assure la construction du canal, la réfection, versement annuel de 18 millions au GIE et 10 millions à la commune. Mais expérience bi, ils sont allés très loin dans le cadre juridique avec un cahier de charges qui définit les engagements, les obligations, les conditions d'extension, les mécanismes de suivi et évaluation. Maintenant, on va sur Mont-Roland. Sokhole, Jo, s'il vous plaît. Mont-Roland, c'est une session temporaire, comme l'a dit le maire, je ne reviens pas, mais c'est une convention exclusivement signée avec le maire. Donc les propriétaires terriens ne sont pas signataires, ce qui pose quand même une question. Collation de 500 000, je ne reviens pas. Versement d'une contrepartie à la commune. La commune, bien sûr, décide de rétrocéder 50% aux propriétaires. Il y a la main-d'œuvre locale. Il y a 20 propriétaires qui ont refusé l'accord et à qui on a remis 5 hectares. Il y a divers types, ce qui invite à faire plus de recherches pour arriver à des propositions. Jo, s'il vous plaît, pour aller vite. Les points d'attention, pour aller vite. On est entre sécurisation et rentabilisation, volonté du bailleur, et la garantie du droit de propriétaire autour d'un gagnant-gagnant. On est entre droit d'usage, droit foncier endogène et droit réel. L'affectation à une entreprise privée à durée limitée est illégale du point de vue de la loi. Mais ça a été validé, n'est-ce pas, par le gouverneur. C'est ça, les arrangements. C'est des formes pragmatiques. Mais je rappelle que l'attestation à une entreprise privée à durée déterminée, les acteurs nous disent, c'est pour lutter contre le risque de dépossession. Maintenant, nous avons beaucoup de partenaires, sur les convention, ils peuvent aller transformer ce papier en bail. Et dans la procédure, très souvent, c'est sans l'avis des communautés et des communes. Té légui su ko transformé bail mën na ci wut xaliss mën na ko jaay té yow do ko yek et mën na la ko louer yow mi propriétaire. C'est des risques sur lesquels il faut réfléchir. Qui doit être signataire de la convention? Le cas de Mont-Roland, c'est seulement la commune. Le cas de Nit, c'est la commune et les propriétaires. Le cas de Podor, c'est seulement les propriétaires. Ça demande quand même de la réflexion. Difficulté des investisseurs, notamment locaux, à mobiliser les fonds nécessaires. Mais aussi, on donne des terres des fois à des investisseurs, on leur donne 1000 hectares, ils n'arrivent même pas à valoriser 500 hectares. C'est des questions qu'il faudrait qu'on adresse. Le déficit des collectivités territoriales et des propriétaires en termes de capacité de négociation, en termes d'information sur l'investissement. Nous avons des soucis, mais nous savons lan nañ ciy def. Nous avons des soucis, mais on n'a pas d'information sur les risques liés à l'utilisation de produits dangereux. Des fois, il n'y a pas d'études techniques préalables. Des fois, on n'a même pas des informations sur les caractéristiques des parcelles. Des fois, dans certaines conventions que nous avons visitées, il n'y a pas de restrictions sur les spécificités culturelles. La plupart des acteurs reviennent également sur la clé de répartition jugée asymétrique. L'équité qui s'effrite au fil du temps. Mais également, il y a un autre problème. À Nit, par exemple, on leur a rétrocédé 50%, mais jusqu'à présent, il y a 2 villages qui n'arrivent pas à répartir ça entre les propriétaires à cause de conflits internes. La difficulté de prendre en charge les enjeux pastoraux liés aux arrangements. Parce que sur ces terres également, c'était d'anciens parcours. La faible prise en compte des femmes et des jeunes. Pour finir, monsieur le directeur, les conditions. Pour avoir un climat d'investissement transparent, redevable, moi, yow mi signé, nga xamni dan la yebal, et que tu dois rendre compte non seulement aux propriétaires, mais à la population, c'est une négociation inclusive. L'administration territoriale doit être impliquée, les collectivités territoriales, les propriétaires, mais également les autorités coutumières. La sécurisation de la relation juridique, des engagements et des interdits.
il faut donner un temps à la négociation. C'est entre 6 mois à 1 an, des fois même c'est 2 ans. Il faut aller dans la co-construction de consensus, mais aussi il faut accepter les divergences. Accepter aussi que certains ne soient pas d'accord, comme à Mont-Roland. L'existence de facilitateurs et de médiateurs nous a semblé un élément extrêmement important pour arrimer les relations entre les propriétaires et les exploitants. La valorisation des terres sans compromettre le droit de propriété tout en contribuant au développement local. Je regrette, il ne faut pas dire que les terres yi ñuy jox agrobusiness bi kenn exploité wu ko, c'est des terres perdues. C'est le capital foncier fait partie du capital. Les propriétaires et les communautés territoriales, c'est un capital. Et je rappelle que ce capital, c'est un bien commun. Ça veut dire qu'il appartient aux générations futures. Autrement dit, ce capital doit faire l'objet également d'une ligne de négociation et permettre cette part dont parlait le maire de Mont-Roland, cette part dans le capital de l'entreprise. La nécessité d'avoir un dispositif de suivi de l'arrangement, mais également inviter les investisseurs à dépasser le simple marketing. Si vous prenez investisseurs, si vous favorisez la main-d'œuvre locale, de toute façon, vous allez prendre la main-d'œuvre. Il n'y a rien d'extraordinaire. Si vous financez des écoles, il n'y a rien d'extraordinaire. Nous invitons les investisseurs à aller plus loin en considérant ce foncier comme un capital et à assurer un investissement plus important dans le développement. Donc, il faut intégrer dans les conventions la prévention et la gestion des risques, la prise de part des collectivités territoriales et des GIE au capital, n'est-ce pas, c'est extrêmement important, mais également, et je finis là-dessus, il me semble que c'est extrêmement important que dans ces arrangements, que les acteurs puissent avoir de l'information sur les conditions de l'investissement. Merci beaucoup de votre attention. Et je crois que ça nous interpelle. Ça veut dire que les populations, les mairies, en tout cas les acteurs des collectivités, ont des difficultés et cherchent des solutions. Donc, qui cherche une solution, on ne peut pas lui dire voilà, il le fait avec du bord. Maintenant, c'est à la recherche de prendre les dispositions pour dire on a vu ça à Mont-Roland, on a vu ça ailleurs, peut-être qu'on peut aller dans cet esprit. Et deuxièmement, souvent, et ça c'est un problème que nous avons depuis l'indépendance, je suis désolé de le dire souvent, ce n'est pas pour interpeller nos amis juristes, mais le problème, c'est qu'on met le juridisme au devant. Or, la loi doit être la traduction concrète des négociations entre les populations. Ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'indépendance, on avait besoin de démarrer avec quelque chose. Donc on a copié des lois ailleurs, etc. pour avancer. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il faut qu'on regarde aussi qu'est-ce qu'il y a comme pratique. Et à partir de ces pratiques maintenant, comme vous dites, des transactions où les gens sont d'accord que ça consensus, et à partir de ce consensus, maintenant, mettre des lois qui encadrent cela. Et maintenant, ça, je crois que c'est un point. Et enfin, le collège de recherche, et ça, j'interpelle aussi Procasef, le collège de recherche avait demandé à faire avec l'université de Ziguinchor. Et on a toujours du mal, voilà, comparer Podor, Casamance et puis Mont-Roland et Nit. Comme ça donne des éléments pour que quand on discute dans la plateforme, on a, j'invite encore les partenaires, que certains partenaires sont en ligne, de voir aussi comment aller dans cette direction pour que la recherche puisse avancer. Donc, on va donner le dernier intervenant qui va nous parler des outils. Tout ce que vous avez dit là, quels sont les outils avec votre on dit souvent qu'on a dit tout à l'heure que le fonction dans le foncier, il y a des experts fonciers. Et je sais que vous en êtes un. Dites-nous maintenant qu'est-ce que vous avez trouvé comme outil. On vous écoute pour 10 minutes. Donc je voulais faire mien un peu les propos de Dr Sambou et Dr Tam, qui en fait introduisent un peu la nécessité de la disponibilité de l'information foncière. J'ai suivi l'ensemble des communications, parlant simplement des communications qui sont passées ce matin, de l'emploi, des nouveaux emplois sur le foncier, de l'insertion des jeunes. Toutes ces problématiques posent la question de la disponibilité de l'information foncière, des outils du management ou de la gouvernance foncière. Les questions, on a beaucoup parlé de trop d'outils, énormément d'outils. Chaque fois qu'on
qu'une université, un projet vient et essaie de mettre en place des organes, des outils. Mais alors, quand est-ce que nous allons aller au-delà des temps de ces projets pour des outils pérennes et appliqués par tout le monde? C'est la grande problématique que Procosef, avec l'ensemble des parties prenantes et surtout l'ensemble des projets qui depuis longtemps travaillent cette thématique, cherche un peu à résorber. Et je voulais un peu revenir sur les prérequis. Ne m'attendez pas pour le stage, pour le slash. Les prérequis qui nous semblaient importants. Aujourd'hui au Sénégal, sur les infrastructures géodésiques, on avait à peu près 7 stations Corse. Sensouf, aujourd'hui, est en train de mettre en place 2 stations STOF Corse. C'est quoi Corse? Corse, c'est des stations géodésiques qui permettent un peu la connectivité, qui permettent un peu le relais, les satellites, qui permettent un peu de permettre... 80% n'ont pas compris, c'est quoi? Je vais y revenir, je vais y revenir. Alors, ça est dans la présentation. Allez-y. Alors, le Procosef a voulu intervenir sur 138 communes. En revenant sur 138 communes, travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Capitaliser l'ensemble des initiatives qui ont été faites sur l'ensemble des projets. Prenez Hali qui a traversé et qui a vécu avec l'ensemble des projets fonciers au Sénégal. On a fait plusieurs PAOS, on en refait. On a fait plusieurs registres fonciers, plusieurs fiches de demande. Chaque fois, rien n'est stabilisé et chaque fois, c'est énormément d'argent, c'est énormément de reprises. Comment allons-nous maintenant, ou allons-nous continuer à toujours mettre de l'argent sur ces outils? Mais comme l'extrait de naissance, stabilisons ces outils une bonne fois pour toutes et passons à d'autres problématiques foncières qui nous semblent très, très importantes. Et comme je disais, vous pouvez aller sur encore, voilà les stations Corse. Donc ça permet les positionnements précis en termes de réel et cinématique, un peu tout ceux qui font la géomatique, la cartographie comprennent. On a besoin de ces stations pour avoir plus de précision pour les topographies, pour les géomètres experts, pour la cartographie. Excuse-moi, mais en langage simple, ça veut dire quoi? Non, grand, ne me présenter quoi. Il faut me laisser présenter. Je veux comprendre. Non. C'est quoi géodésique? Vous êtes individuel, moi je parle à toute la salle, je reviens, d'accord. Hein? Laissez-moi à mon déroulé et après, si vous n'avez pas compris, vous revenez. Ok, d'accord. S'il vous plaît. D'accord. Alors. Je modère aussi. Et vous modérez aussi. Alors, ça permet la connectivité. Pour être simple, la connectivité, ce téléphone est connecté en station Corse de Orange, qui en a 4. On a Swan, qui a quelques stations Corse. Ça permet la cartographie, ce qui sort des cartes, ça permet d'interpréter les images aériennes. Alors, le Sénégal en avait 7, dont les 4 étaient privés. Sensouf a intégré récemment 2 stations Corse. Je parle sous le contrôle de Mamour. Et Procosef va continuer cet investissement lourd et nous allons en terme être sur 22 stations au niveau du Sénégal. Ce qui est important, allez-y. L'autre investissement important, vous le voyez en bas de page, il y a l'acquisition d'images satellitaires, d'images aériennes pour ces 138 communes, mais qui sont accessibles à l'ensemble des parties prenantes. Je crois que c'est important cette idée. Ça va être hébergé par, je crois, on est en phase avec Orange ou Sénégal numérique. En tout cas, ça va être hébergé quelque part. Et l'ensemble des chercheurs, l'ensemble des gens qui en auront besoin peuvent en avoir accès. Donc, on est en train de sortir les limites et les cloisons des projets pour aller vers des disponibilités nationales. De sorte qu'un prochain qui vient ne mette pas assez d'argent sur ce truc qui existe. Et je sais qu'au Sénégal, il y en a énormément qui ont acquis des choses, mais qu'on capitalise ça. Tout cela est important. C'est une des missions aussi et des ambitions de Procosef. Construire 138 bureaux fonciers. Et en termes, on est sur ces infrastructures que j'appelle des prérequis, à peu près à 17 milliards d'investissements.
Mais il ne faudrait pas que demain, à la fin de Procosef, quelqu'un remet 15 milliards sur ces choses qui sont déjà acquises. Mais comment on va y arriver? C'est ça toute la problématique. Et comme je disais, le plus important, c'est que les communes, les maires, les conseils municipaux arrivent à dire non à un projet. Ce que vous me donnez, je l'ai déjà avec moi. Allez avec moi. Vous voulez intervenir sur telle zone? Non. Là, j'ai un PAS, peut-être vert, je vais y revenir pour rejoindre TAM, qui me dit que cette zone a une salinité très accrue. Je ne peux pas y faire telle chose. Vous avez le schéma qui est en train d'être travaillé avec Sensouf sur l'aménagement des territoires. On est en train de relier l'aspect territoire et économie de façon plus cohérente. Toutes ces initiatives sont en train d'être faites dans ce pays. Mais il faudrait qu'on arrête de reprendre les initiatives. Pédidas a travaillé beaucoup sur les arrangements fonciers. MCA a travaillé sur beaucoup de choses. Ça est en train de travailler, mais il faut qu'on arrête au Sénégal de demander de l'argent et de le réinvestir sur des choses que nous avons toujours fait. Mais comment on y arrive? Il faudrait que maintenant les collectivités locales, qui sont souvent les réceptacles de l'ensemble de ces initiatives, puissent avoir les outils qui les permettent au moins d'orienter cette décision. C'est ça l'enjeu aujourd'hui de cette approche du manuel des opérations de sécurisation foncière. Allez-y. Et le manuel des opérations de sécurisation foncière, comme je l'ai dit, c'est le MOSEF de toutes les parties prenantes. C'est le MOSEF de toutes les parties prenantes. Alors, comment... Manuel des opérations et de sécurisation foncière. C'est le MOSEF. Donc, vous me devez 3 minutes. Hein? Alors, c'est le manuel des opérations de sécurisation foncière de toutes les parties prenantes. À l'initiative Procosef, avec Sensouf, que je dois dire, GIZ, qui dès le début ont compris cette nécessité d'aller ensemble. La SAIET, Sodagri, Tiers Sud, Projet Delta, l'ensemble de ces projets ont accepté, avec l'ensemble de toutes les parties prenantes, d'aller vers une réflexion sur les outils de gestion foncière. Allez-y. Donc, consultation, engagement, implication, responsabilisation, appropriation. L'ensemble de ces parties, sans oublier le CRAFS, sans oublier IPAR, sans oublier les autres structures, les outils administratifs. On a pu terminer un premier draft vers janvier 2022. Après janvier 2022, jusqu'en décembre, est arrivé un peu le décret sur les titres collectifs. Il fallait revoir un peu revoir ces outils et faire des amendements pour arriver à cela. Donc, après ces grands moments d'atelier, de restitution, de consultation et de rédaction, on a pu mettre en place un comité technique restreint, où donc on a le Procosef, SAIET, GIZ, Sensouf, l'association des maires du Sénégal qui accompagne cette dynamique, je dois le dire, qui est très important et qui ont donné un cachet très important dans toutes ces réflexions, et des personnes ressources. Et on est arrivé, allez-y, on est arrivé maintenant à mettre en place, à stabiliser ces outils. Mais je voudrais rester un peu sur un outil important. Pour les 2 minutes qui restent. Ah, plus mes 3, ça fait 5. Alors, le système d'information foncière communale que Procosef et l'ensemble des parties prenantes vont mettre en place sur l'ensemble de ces communes. Avec l'innovation que ce système maintenant va être connecté au système de SGF du ministère de la direction des impôts. Le maire aujourd'hui, avec ce CIF, peut voir quels sont les droits réels qui sont dans sa commune. Avec ce CIF, peut voir tout ce qui est titre foncier bail, mais peut voir tout ce qui est aire protégée, tout ce qui est carrière, tout ce qui est mine. Même si ce maire n'a pas compétence sur ces superficies, aujourd'hui, il peut savoir comment manager son territoire parce qu'il a toute la complétude de l'information foncière
à son niveau. Et ce CIF, qui a demandé l'investissement sur les Corses, est très important. Et aujourd'hui, vous prenez, récemment, on a reçu une mission du PNUD et de l'ADL qui voulait mettre un CIF à Mont-Roland et à Bargny et à une autre commune. Et on a dit, on est en train de mettre un CIF à Mont-Roland. Ils ont accepté de réorienter l'investissement. C'est ce genre de choses que nous sommes en train de rechercher. Allez-y. Voilà, là c'est l'ensemble des outils qui existaient, hein, il faut le dire, adaptés un peu sur le décret sur les affectations avec des droits collectifs. Allez-y. Et qui ont permis maintenant, comme je l'ai dit, qui vont permettre la maîtrise de l'information, la conservation de l'information, diffusion, assurer la traçabilité de tous les actes, qui est très important. La dématérialisation des procédures est un autre gain de temps, et surtout la gestion des conflits, qui sont très importants. Allez-y. Voilà ces outils. Allez-y encore. Alors, un élément important. Je crois que les chercheurs ici l'ont souligné. Tout ce processus devra être accompagné par une recherche, action et une capitalisation. Je n'ai pas voulu dénoncer mettre les thèmes de recherche. Comme me disait, comme je ne suis pas chercheur, mais je suis recherchant. Donc, je crois que l'ensemble des thèmes de recherche issus de ce forum pourraient être pris en place. Et ce qui est plus important, on a ici, j'ai entendu tout le temps parler de collège de recherche. Il y a le COPIL, il y a le GIL, il y a l'AJS, il y a IPAR, il y a l'observation du foncier qui devrait être mise en place, il y a l'ISRA avec qui nous allons aller vers une convention qui peut porter ces questions de recherche, mais pour accompagner l'opérationnalisation de ces outils que nous allons mettre en place officiellement à partir, qui sont déjà mis en place. Allez-y. Les 2 minutes que je t'avais ajoutées sont terminées. Alors, je suis dans mon dernier slide. Alors, donc ce retour et capitalisation de ces expérimentations par la recherche, qui va amender, adapter ces outils, permet maintenant qu'on puisse aller nous tous vers l'institutionnalisation de ces outils. Et l'une des missions qui reste pour ce comité technique restreint, c'est de faire l'ensemble des textes et que ces textes puissent être adoptés. Et ce matin, en révisant un peu pour préparer, j'ai vu qu'en 72, l'article 92, en son article 21, disait qu'un arrêté devait être pris pour le livre, le dossier et le registre foncier. Et 50 ans après, avec le dernier décret sur les droits collectifs, sur l'article 3, on a le même texte. On a le même texte. Des arrêtés devraient être pris pour cela. Donc, depuis 50 ans, on a annoncé des choses sur des décrets, et depuis 50 ans, on n'a pas pris les aspects opérationnels. C'est l'enjeu de la formalisation des outils pour tout le monde. Merci. Bravo. Quand je regarde l'évolution de ces outils, je crois que lui, c'est un exemple vivant. Hein. Il a fait MCA. Il a fait peut-être PASR, non? PEDIDAS. Ensuite, il est allé avec les Allemands, là, Sun Souf. Maintenant, il est à Procas avec la Banque mondiale. Donc, c'est l'exemple type. Je n'ai pas parlé de Kader, hein, j'ai parlé des autres. Mais, objectivement, ça veut dire quoi? On a des experts qui ont traversé tout cela. Donc, quand on dit c'est les mêmes outils qu'on a, et c'est heureux aujourd'hui qu'ensemble, et c'est les mêmes acteurs qui sont en train de dire, arrêtons. C'est-à-dire que chaque bailleur ne peut pas venir avec ses outils. Et ça, c'est aussi aux États, c'est aussi aux collectivités territoriales de dire, nous, à Mont-Roland, voilà, quand tu viens nous voir, voilà ce dont on a besoin. C'est valable pour la société civile aussi. Parce que c'est tellement diversifié que vous allez trouver, heureusement aujourd'hui on a le CRAFS très bien structuré, mais vous allez avoir d'autres sociétés civiles, des associations qui vont accepter des choses. Peut-être que, et je pense que c'est cet effort collectif qu'on doit faire, et à commencer par nos États. Aussi, on ne peut pas, chaque fois qu'on voit un département ministériel, peut-être celui-là, il ne s'en va pas, on va dans un autre, on essaie d'avancer parce que c'est plus facile, on va aux collectivités territoriales, on va, etc. Je crois que c'est la plateforme, justement, c'est cet espace